Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre rendez-vous d'analyse de l'actualité. Vous aviez certainement dû le remarquer. Peut-être que cela vous a aussi échappé. De plus en plus d'enfants convoyés hors du territoire national dans des conditions à s'interroger sur, je dois dire, la destination et surtout le destin qu'on leur réserve justement au-delà des frontières, que ce soit vers le Nigeria, que ce soit vers la Côte d'Ivoire ou le Ghana. L'actualité est bien fournie de ces cas-là où la police a dû intercepter plusieurs vagues d'enfants en train donc d'être convoyés vers ces différentes destinations-là. Et au-delà de ça aussi, il y a le destin que nous réservons de plus en plus à nos enfants qui soit sont violés par ici, violentés par là-bas, privés de leurs droits par ici, sollicités à très jeune âge pour des travaux qui dépassent leurs conditions physiques un peu plus loin. Bref, les conditions des enfants aujourd'hui sont réellement difficiles à accepter, en tout cas quand on est parent d'enfants. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé d'hier à aujourd'hui pour que l'enfant perde de sa valeur, en tout cas au sens de l'africain, afin qu'on le soumette aujourd'hui à ces conditions-là? C'est l'essentiel, je dois dire, du sujet qu'on va aborder sur cette tribune d'analyse de l'actualité. On va donc s'intéresser un peu à ce que devient l'enfant africain auprès des grands de cette société-là. Et pour commencer, Anissé Karosuki avec moi pour commencer. Anissé, bonjour. Pour commencer, on va déjà constater, je dois dire, ce foisonnement de sujets liés justement à cette mauvaise condition réservée à l'enfant. Il y en a qu'on voit vers mettons les pays voisins. Il y en a dont on prive des droits essentiels. Aller à l'école, la question de santé par exemple, etc. D'autres qui sont victimes d'abus sexuels. Il y a tellement de choses qu'on soumet à l'enfant aujourd'hui. Pourtant hier, l'enfant était un trésor en Afrique et on n'y touche pas. Oui, tranquille, vous faites bien de le dire. Hier, l'enfant était un trésor. Avoir un enfant, c'était véritablement, et encore aujourd'hui, je pense, dans une certaine mesure, avoir un enfant, c'est une sorte d'accomplissement qui fait que le parent qui n'est pas père, enfin l'homme qui n'est pas père, ou la femme qui n'est pas mère, ne se sent pas véritablement accompli, dans notre société en tout cas, et subit la pression de la famille, de la société, Pour en faire un. pour en faire. Parce que c'est seulement lorsque vous avez ce trésor-là qui vous confère une sorte de responsabilité et de respectabilité dans la société qu'on considère que vous êtes quelqu'un qui compte. Donc les enfants ont constitué jusqu'à présent un vrai trésor dans notre société. Mais il se trouve que depuis un certain nombre d'années, se produisent un certain nombre de phénomènes qui font que l'enfant aujourd'hui est au centre de beaucoup de situations difficiles, violentes, et qui amènent les pouvoirs publics parfois à voter un certain nombre de textes. Mais on constate que même s'il y a un foisonnement de textes, il reste essentiellement que les hommes considèrent de plus en plus l'enfant comme une marchandise, comme un être exploitable, et c'est toute la question. Est-ce que les réseaux sociaux, les médias n'ont pas un peu grossi les faits aujourd'hui? Est-ce que véritablement les choses ont changé à travers le temps? Hier, on n'avait pas de réseaux sociaux qui relaient par exemple ces actions qu'on découvre contre l'enfant. Aujourd'hui, si on les découvre, c'est certainement parce que peut-être le contexte de la liberté des moyens de communication ont accentué un peu les choses, non? On pourrait penser ça, et ça ne serait pas faux de le penser. De toute façon, les médias sociaux permettent d'être au courant au fur et à mesure et d'être informé de tout ce qui se passe. Mais ce n'est pas forcément ça qui fait que l'enfant aujourd'hui est un martyr. C'est surtout que les adultes ont fini par inverser les valeurs de la société et à considérer l'argent comme un élément plus important que l'enfant, au point que l'on peut vendre un enfant aujourd'hui pour avoir de l'argent. Ça fait que, quelque part, nous avons commencé par perdre de l'humanité. Et on se rappelle que tout est parti à partir d'un phénomène très simple. Le phénomène par lequel la société confiait la gestion des enfants à autrui.
Lorsque vous avez une situation sociale défavorable, vous travaillez à ce que vos enfants aient une meilleure situation. Donc, l'oncle qui est en ville, le frère qui est dans une structure favorable, recueille l'enfant, éduque l'enfant et lui donne un maximum de chances pour également s'affirmer dans la société. Et ça se faisait de façon humaine. Ça se faisait de façon spontanée parce que chacun voulait que dans sa famille, il y ait le maximum d'enfants qui s'épanouissent. Et on traitait ces enfants-là un peu comme ses propres enfants. Il y a même des sociétés chez nous dans lesquelles le père n'éduque pas son fils. Parce qu'on considère que le père ne veut pas donner à son fils tout ce qu'il faut. Il ne peut pas se concentrer sur son fils pour lui donner tout ce qu'il faut comme enseignement, tout simplement parce qu'il a beaucoup d'autres enfants. Donc, on prend l'enfant et on le confie à un oncle, on le confie à un cousin qui est chargé de son éducation. Et généralement, c'est pour que l'enfant ait une vie meilleure. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, ceux à qui on confie les enfants ne sont pas toujours des personnes responsables et les exploitent à beaucoup de fins, à savoir des fins de mercantilisme, des fins de sexualité et de violence gratuite parfois, juste parce qu'on a des problèmes dans son foyer et que les enfants sont parfois des souffres-douleurs. Et on constate aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font la traite de ces enfants et vivent justement des produits de cette traite. Et c'est là que nous commençons véritablement à changer de nature. Parce que quand on en arrive soi-même à décider de céder son enfant pour de l'argent, c'est que quelque part, on a perdu ce qui est essentiel dans cette vie, la protection qu'on doit accorder justement à l'enfant. On va revenir un peu plus loin sur l'interprétation qu'on peut faire d'un parent qui décide de laisser partir son enfant, même si c'est contre des moyens financiers. Comment est-ce qu'il faut l'analyser au-delà peut-être de l'acte matériel qui émane, je dois dire, de cette situation-là. Mais est-ce que vous n'essayez pas un peu d'idéaliser, je dois dire, nos traditions, notre histoire, notre vécu par rapport à l'enfant? Je veux par exemple penser à ces contes qu'on nous a conté pendant qu'on était jeunes, qui foisonnent d'histoires où on a maltraité l'orphelin, on a maltraité, je dois dire, l'enfant qui n'avait personne, etc. On l'a mis dans des postures assez difficiles, et même dans les couvents aussi, parfois, on l'a soumis, je dois dire, à des situations, en disant qu'on le préparait peut-être pour l'avenir. On a vu des enfants aussi qu'on a amenés au champ, à qui on a confié des dabas qui ont des poids un peu plus élevés que leur propre poids. On ne peut pas dire que la tradition africaine avait fait un paradis à l'enfant par le passé. Non, mais comme je vous le disais tantôt, l'éducation de l'enfant se faisait avec, on va dire, l'idée qu'on en faisait un homme, qu'on préparait un homme. Ça fait que même l'adolescent, dans notre société, était soumis à des épreuves pour qu'on s'assure qu'il a été bien préparé à devenir un homme. N'est-ce pas? Ça, c'est on va dire, le processus par lequel notre société travaillait à faire de nous des vrais hommes, capables d'endurer des difficultés, capables de subir des sévices corporels sans bouger. Et ça, on ne le faisait pas par méchanceté, on le faisait pour préparer l'enfant. Ici, dans notre société aujourd'hui, l'enfant est devenu une denrée qu'on peut vendre. Et les personnes qui achètent des enfants pour en faire des domestiques les utilisent comme des bêtes de somme et les maltraitent exactement comme si c'était des animaux. Vous allez au marché d'Antokpa, il y a quantité d'enfants comme ça qui ont été récupérés, à qui on donne peut-être 15 000 francs par mois qu'un parent vient récupérer, ou 20 000 francs par mois qu'un parent vient récupérer. Et à partir du moment où on paye cette somme-là, on se dit qu'on a tous les droits de vie et de mort sur l'enfant et qu'on n'a pas besoin non plus de continuer de l'entretenir alors qu'on a déjà payé. Donc cet enfant qu'il mange ou qu'il ne mange pas, on s'en fiche. Qu'il soit malade ou qu'il ne soit pas malade, on s'en fiche. Et on les voit, ces enfants, avec des regards morts,
à l'intérieur du marché d'Entrepas et partout ailleurs. On les voit faire parfois des travaux extrêmement difficiles. Justement parce qu'on a payé et qu'on estime que, bon, parce qu'on a payé, on peut en faire ce qu'on veut. Et aujourd'hui, on organise des trafics pour que ces enfants-là aillent au-delà de nos frontières. Mais on s'imagine bien que ce n'est pas pour leur offrir des vacances. C'est pour les placer dans des plantations et dans des ménages où on en fait des esclaves. Le problème, c'est qu'on fait des enfants des esclaves, alors que l'enfant a droit à une vie d'enfant. Il y a la loi qui protège les enfants. Et nous, les parents, nous avons l'obligation de préserver l'enfance chez l'enfant, à savoir son insouciance, son inconscience et son irresponsabilité. Mais déjà, à 5, 6, 7 ans, nos enfants, nous en faisons déjà des responsables de ceci ou de cela. Et lorsqu'il y a une situation qui se produit, on considère que c'est l'enfant qui en est responsable et on punit l'enfant jusqu'au-delà des limites acceptables. Vous voyez qu'on a dû créer la brigade des mineurs, ces choses-là n'existaient pas avant. Est-ce que ce n'est pas le conformisme qu'on a, je dois dire, adopté au regard peut-être d'autres sociétés qui ont dû se référer à ce genre de structure, à ce genre de mesures, simplement parce que leur société a dégénéré, parce qu'eux-mêmes ils ont dégénéré avec leurs enfants? Oui, mais on peut, vous avez nous copions de toute façon ce qui vient d'ailleurs. Et parfois nous copions avec beaucoup de maladresse. Et je suis d'accord avec vous qu'il y a certains aspects qu'il faut revoir. Mais pour l'essentiel, c'est quand même vrai que, par exemple, au cours de ces dernières semaines, il y a 3 bus au moins qui ont été arraisonnés ce mois-ci, et qui comportaient des enfants qu'on amenait à l'étranger. Qu'est-ce qu'on allait faire de ces enfants, à votre avis? C'était pas pour leur offrir une vie meilleure. C'était pour aller en faire des bêtes de somme et c'est contre de l'argent. C'est là où commence le vice. Si ce n'était pas contre de l'argent, on dira c'est peut-être de façon... Pour la formation. Voilà, ça c'est pour les aider. Mais là, c'est contre de l'argent. Or, les personnes qui achètent ces enfants en font des bêtes de somme. Et ça a tendance à se généraliser, même si il y a des textes qu'on prend au jour le jour qui règlent tous les problèmes en fait sur le papier, mais en réalité les hommes continuent de donner plus de valeur à l'argent qu'aux enfants. D'où vient cette distance que nous prenons avec l'enfant? Vous l'avez souligné, hein? Hier, et ça peut se constater, hier, un enfant qui grandit dans un village était éduqué par tout le village. Un voisin, une voisine, qui se prenait l'enfant dans une position pas très catholique, pouvait le réprimander, le remettre sur le droit chemin. Aujourd'hui, on s'en moque éperdument et on passe son chemin. Qu'est-ce qui peut expliquer cette distance et cette indifférence que nous avions commencé à installer par rapport justement à cette préciosité que représente l'enfant? Alors, vous faites bien de dire ça parce que si on rappelle ce que l'enfant était dans la société d'hier, on dira que c'est un être que tout le monde chérissait. C'était bien de la communauté. Un enfant n'appartenait pas qu'à son père et à sa mère. L'enfant appartenait à toute la communauté. Et toute la communauté prenait soin de l'enfant. Toute la communauté éduquait l'enfant. L'enfant, dans une concession familiale, pouvait disparaître dans n'importe quelle case sans que ça inquiète qui que ce soit. Tout simplement parce qu'on sait que tout le monde est bienveillant. Ou bien peut-être parce chacun connaissait chacun dans le village. Aujourd'hui, on a un boom démographique qui ne nous permet pas toujours de savoir d'où vient celui-ci. Même dans une concession familiale, aujourd'hui, les enfants sont en danger. Ah oui? Vous ne pouvez pas laisser un enfant en dehors de son père et de sa mère. Et là encore, vous ne pouvez pas laisser un enfant aujourd'hui en vacances chez des gens et être sûr à 100% que sa sécurité est garantie. Vous ne pouvez pas. C'est fini. Plus personne n'envoie ses enfants en vacances parce qu'on n'est plus sûr du tout de leur sécurité, même si on les envoie chez son propre frère. Et même lorsque l'enfant est avec son père et sa mère, il n'est pas en sécurité davantage parce qu'on se rappelle qu'il y a eu un procès récent, enfin je ne sais pas en quelle année on avait suivi le procès Barikissou, d'un père qui avait décidé de vendre son enfant parce que sa situation financière était mauvaise et qu'il voulait avoir de l'argent. Donc un papa qui prend son propre enfant et qui décide de vendre cet enfant
pour se faire de l'argent. Pour soulager peut-être les peines des autres. Ça peut se comprendre humainement. C'est inacceptable, ça. C'est pas concevable que l'on vende son enfant, quelles que soient les raisons, par ailleurs, qu'on peut évoquer. Donc, l'enfant était un être qui disparaissait partout, qui mangeait n'importe où, sans avoir la moindre inquiétude. Parce qu'il ne viendrait jamais à l'idée, qui que ce soit, de faire du mal à un enfant. Vous voyez? Dans notre enfance, il y avait devant les maisons des jarres que certaines personnes mettaient en place. Et lorsque nous revenions de l'école tout assoiffés, nous n'avons pas besoin de demander de l'eau à qui que ce soit. Ces jarres-là étaient là et nous allions vers ces jarres qui étaient entretenus. Et nous allions boire de l'eau fraîche, n'est-ce pas? Parce que c'est un sacrilège que d'obliger des petits-enfants à rentrer dans une maison pour dire, s'il vous plaît, donnez-nous de l'eau, nous avons soif. Voyez? Donc, c'était pour tous les passants, mais principalement pour les enfants qui revenaient de l'école. Mais aujourd'hui, tous les parents diront à leurs enfants, quelle que soit la qualité de la jarre que vous voyez devant la maison de quelqu'un, n'osez jamais aller boire dedans. Vous voyez? Donc, il y a un vrai problème de sécurité qui se pose par rapport à nos enfants. Quel que soit celui qui vous donne un biscuit ou un bonbon, ramenez ce biscuit et ce bonbon à la maison, ne le mangez jamais. C'est ce que tous les parents disent aujourd'hui à leurs enfants. Parce que les adultes ont cessé d'être bienveillants vis-à-vis des enfants. Parce que les adultes font payer leur pauvreté, font payer leur incapacité, leur incompétence, leur frustration aux enfants. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, nos enfants sont dans une insécurité grandissante. Et dans cette insécurité-là, il faut pouvoir continuer de les éduquer en suivant la loi, mais surtout en les préservant des prédateurs qui sont devenus de plus en plus nombreux. Parce qu'aujourd'hui, même un garçon n'est pas à l'abri des viols. Et ce qui était inimaginable hier. Même un petit garçon n'est pas à l'abri du viol. Et vous verrez que c'est même parfois dans des milieux où la morale est supposée être le ferment, le socle sur lequel tout est bâti. C'est dans ces milieux-là encore qu'on ne peut pas confier les enfants. Parce que les hommes sont incapables de réfréner leurs pulsions et font des attouchements, font des jeux sexuels difficilement acceptables aux enfants qui finissent peut-être de nombreuses années plus tard par révéler qu'ils ont tout le temps été violentés. Vous voyez? Donc, dans sa famille nucléaire, l'enfant béninois n'est plus en sécurité. Et ça, c'est préoccupant. Parce que l'enfant, c'est l'avenir. J'avais commencé à demander, c'est l'homme qui a changé? C'est son contexte? C'est son environnement? Qu'est-ce qui a fait que l'homme a pris sa distance ou ses distances avec son enfant, son propre enfant? Je pense que c'est la course effrénée à l'enrichissement. Oui. Et c'est aussi la paupérisation de plus en plus prononcée dans les régions défavorisées. Mais hier, on était plus pauvres, nos parents étaient plus pauvres que nous aujourd'hui. On a des pouvoirs d'achat légèrement plus élevés que nos parents. Je ne sais pas s'ils ont songé un instant à nous vendre pour avoir la paix ou pour avoir un peu de monnaie dans la poche. Mais le coût de la vie n'était pas aussi élevé et la tentation d'avoir un poste de télévision, d'avoir une moto, d'avoir un lit n'était pas aussi grande. N'est-ce pas? On pouvait se contenter de sa natte, on pouvait se contenter de sa jarre pour boire de l'eau fraîche et non pas de frigo. On pouvait se contenter d'un lit en bambou sans que ça pose le même problème. Et on n'avait pas cherché à avoir un poste de télévision comme tout le monde. Donc, voilà des choses. Il faut s'habiller aujourd'hui, il faut tenir un rang malgré tout. Parce qu'il y a des cérémonies et que ces cérémonies appellent de la part de tout le monde des sacrifices financiers parce que la société ne comprend pas qu'on ne fasse pas ce qu'on a à faire lorsqu'il y a des cérémonies. Donc, il y a quantité de besoins pour lesquels les hommes sont parfois obligés de franchir le Rubicon et d'aller chercher l'argent. Sans compter que, quelque part aussi, le gain facile amène quantité de personnes à utiliser les enfants, à les exploiter à des fins de travaux forcés, comment dire, de sexualité et peut-être de travail domestique rémunéré. Or, la rémunération, nous le savons, ce n'est pas les enfants qui
qui l'aperçoivent, ce sont les adultes, et ces adultes-là sont de plus en plus coupables, et nous en viendrons peut-être par rapport aux sanctions qui sont de moins en moins appliquées. On a aussi que l'État n'est pas très vigilant et très exigeant aussi par rapport justement à la sécurité qui doit entourer l'enfant. Une chose est de faire voter les lois, une chose est aussi de mettre en place le mécanisme qui permet de surveiller justement et surtout de sanctionner les écarts qu'on a avec les enfants. Et ça, on n'a pas l'impression que les États sont très engagés. Ce que l'État doit faire, normalement, c'est de mettre les tests en place. Et de ce point de vue, l'État béninois a véritablement mis en place tout l'arsenal juridique qui protège l'enfant. Mais qu'est-ce qui explique qu'on soit toujours tenté de mettre des enfants dans des camions? Nous avons quantité de lois qui régissent le domaine social, mais qui ne sont pas applicables. Ces lois existent, mais elles ne sont pas applicables. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, rien ne m'empêche de constater que mon frère est plus aisé que moi, et de vouloir mettre mon enfant près de lui et pour qu'il s'en occupe. Même si je ne peux pas garantir sa moralité, je prends le risque de dire, bon, écoute, prends ma fille, parce que il y a 6 ou 7 autres avec qui j'ai beaucoup de difficultés, et je dis, prends ma fille, et lui, avec beaucoup d'empressement, il prend l'enfant et vous avez l'impression que bon, un problème est réglé. Alors qu'en réalité, vous venez de poser le véritable problème à l'enfant. Et ça, qu'est-ce que l'État peut faire contre ça? À part constater peut-être un jour qu'il y a eu des sévices corporels graves et que bon, quelqu'un a osé porter plainte. Parce que combien de personnes osent porter plainte pour défendre un enfant qui est maltraité? Très peu de personnes. Parce que dans notre culture, parfois, nous considérons qu'un enfant, il faut parfois taper dessus un peu pour qu'il soit discipliné. Mais lorsqu'on dépasse toutes les limites et que le châtiment corporel commence par devenir d'une violence excessive, très peu de gens ont le réflexe d'aller vers les autorités pour dire, bon, il y a quelqu'un qui maltraite son enfant. Ce réflexe-là, nous ne l'avons pas encore, et ça fait partie des raisons pour lesquelles on ne peut pas dire que l'État est défaillant. Est-ce que ce n'est pas parce que aussi nous en faisons un peu trop, les enfants? Non, nous n'en faisons pas trop. Ah oui? Dans quel sens vous pensez qu'on en fait trop? Oui, le nombre, la quantité, et surtout la vie qui devient de plus en plus chère. Et quand on sait aussi que ceux qui, dans un contexte africain, personne, enfin, on n'est pas spécialement responsable de ces enfants, tout le monde doit s'en occuper, etc. Donc on en fait à foison puisque c'est une source de richesse et on découvre à la fin qu'en réalité, on devrait se sacrifier pour leur épanouissement. Dès lors qu'on n'a plus les moyens et la capacité de se sacrifier, on est bien obligé de les confier à des frères dont la moralité est douteuse, dont les conditions ne sont pas très claires, etc. Et bienvenue ou bonjour les dégâts. Oui, je pense que vous avez raison là-dessus. Et comme je le disais tantôt, tous les parents qui aujourd'hui ont les moyens de s'occuper vraiment de leurs enfants, ne permettent plus que leurs enfants aillent ailleurs que dans le foyer de leurs parents. Il faut prendre des mesures, alors comme ça, non, pour limiter les enfants. Enfin, pour apprécier chacun, je ne sais pas comment ça va se faire. Ça va être difficile de dire aux enfants, on ne peut pas faire comme en Chine, où on dit, bon, c'est un enfant que vous faites pour 2 enfants au maximum. Oui. On ne peut pas, ça va être Pourquoi difficile. Ça va être difficile parce que notre contexte social est celui justement dans lequel l'enfant est toujours le bienvenu. Personne, dans aucune famille, ne vous dira qu'un enfant est malvenu. Quelles que soient les conditions dans lesquelles un enfant arrive, pour nous, c'est la fête. On est content. Parce qu'on considère que l'enfant, c'est une source de richesse. N'est-ce pas? Maintenant, il appartient à chacun, quand même, de développer un certain sens de responsabilité vis-à-vis des enfants, en sachant que lorsqu'on en fait, il faut s'en occuper. Et ceux qui, malheureusement, n'arrivent pas à s'en occuper, sont parfois obligés de recourir à des situations difficiles. Aujourd'hui, je peux avoir les moyens et considérer que bon, j'ai les moyens vraiment de m'occuper de 5, de 6, de 7 enfants. Mais, chemin faisant, je vais me retrouver en difficulté et être dans l'incapacité absolue de nourrir ces enfants-là, peut-être 10 ans plus tard. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Il faut bien que j'ai recours à des gens, que je place mes petites filles et que je puisse compter sur des personnes pour m'aider. Je pense que dans tous les cas, il faut bien aussi que, quelque part dans la société, ceux qui recueillent les enfants, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils les recueillent, se disent que ce sont des êtres humains, ce sont des petits anges et que les anges, on s'en occupe.
c'est bien dommage que nous en soyons arrivés là, parce que même dans dans le règne animal, l'enfant, c'est, toute la responsabilité des parents. On ne s'amuse pas avec les enfants des animaux. Essayez, vous verrez, vous allez peut-être vous faire des tripés tout de suite. Même la petite poule qui se promène dans la cour, si vous touchez à son poussin, parfois vous êtes surpris de la violence avec laquelle, même les animaux ne permettent pas qu'on s'amuse avec les enfants. Mais nous, les hommes, nos enfants, nous en avons fait des objets, et je pense que même quand les enfants disparaissent de notre vie, disparaissent pendant longtemps de notre vie, Un grand soulagement. c'est un grand soulagement. Ça ne saurait être acceptable. Parce que un parent a la responsabilité de s'occuper de son enfant jusqu'à ce que l'enfant puisse se prendre en charge par lui-même. Alors, je parlais de l'État. Vous aviez trouvé que le Bénin en a fait suffisamment pour proposer un environnement de sécurité, en tout cas à l'enfant. Mais suffit-il seulement de faire voter des lois par des députés pour dire qu'on a garanti un environnement, je dois dire, sain à l'enfant, quand par exemple dans sa propre constitution, on a bien écrit et établi que l'éducation, en tout cas de base, on doit l'assurer à l'enfant, qu'il doit avoir des soins jusqu'à 6 ans ou 5 ans tout au moins, gratuitement, ou en tout cas trouver les moyens de le soigner. Ça ne dépend plus essentiellement, je dois dire, de la responsabilité du parent, mais aussi de l'État. Quel est, je dois dire, le cadre qu'on a mis en place en dehors des lois pour assurer que l'enfant soit en sécurité. C'est aussi ça le problème. Et vous avez raison, encore une fois, parce que il ne s'agit pas que de ça. L'État a l'obligation, constitutionnellement, oui, d'assurer ses besoins fondamentaux. Et à l'enfant et à l'individu. Donc, si l'État ne le fait pas, c'est vrai, il y a une grosse défaillance. Et je pense que cette défaillance-là ne sera pas réglée du jour au lendemain, parce que nous connaissons les moyens de nos États et nous savons qu'il y a quantité de choses qui sont inscrites dans la Constitution parce que les autres l'ont fait et que ça nous a bien donné envie de le faire. Mais dans ce cas, on fait un faux procès aux parents, on fait un faux procès aux grandes personnes qui veulent vendre des enfants pour avoir de l'argent afin de faire face justement aux exigences de la prise en charge des autres qui restent. Il s'agit d'être humain. Il s'agit tout simplement de redevenir des humains. Et les humains ne peuvent pas faire du mal à leurs semblables, en théorie. N'est-ce pas? Oui. Regardez comment les églises sont pleines, les mosquées sont pleines. Regardez comment les couvents, tout le monde va quelque part pour adorer Dieu. Tout le monde. Alors, lorsque tout le monde va quelque part pour adorer Dieu, et que les enfants souffrent dans un monde où tout le monde va quelque part pour adorer Dieu, il y a une incohérence, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la morale, en fait, qui doit revenir au centre du village. La morale, tout simplement. Même si on n'a pas d'affection, d'amour particulier pour les enfants, il faut simplement que la morale revienne au centre du village. Et si la morale revient, on ne peut pas, quelles que soient les circonstances, laisser un enfant... Comment faire revenir justement la morale au centre du village quand l'individu est pressuré, il est stressé, il est inquiet, il est même hanté par sa propre existence, et il a besoin de s'en sortir. Je suis d'accord avec vous encore une fois, mais il ne faut pas faire payer aux enfants tous nos problèmes d'adultes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous faisons payer aux enfants tous nos problèmes d'adultes, toutes les ratés, toutes les difficultés qu'il y a dans la vie, nous les faisons payer aux enfants. Les enfants ne devraient pas porter le poids des souffrances des adultes. Et c'est pour ça que s'il y a des organisations qui peuvent à nouveau se remettre, il y a des organisations qui travaillent déjà. Mais si nous devons en avoir encore davantage, il faut les créer davantage. Si les médias peuvent servir aussi à travailler, à faire revenir l'enfant dans le cœur des hommes, et comme des êtres fragiles, des êtres à protéger par tous les moyens, ça serait une très bonne chose. Parce qu'au point où nous en sommes, il y a une sorte de déshumanisation. Et c'est ça qui est grave.
Parce que ça aggrave justement cette déshumanisation. Les enfants sont de plus en plus martyrisés. Et aujourd'hui, on fait des procès au tribunal où vous entendez qu'un adulte a voulu abuser d'une fillette de 5 ans. Et vous apprenez que cet adulte a eu une peine qui est inférieure à la peine de quelqu'un qui n'a fait que trafiquer de la drogue. Parce que quand moi je compare les deux crimes, celui qui a violé un enfant de 5 ans est passible de la peine la plus lourde qui soit. Vous n'exagérez pas peut-être? Je n'exagère pas. Il n'a agi que sur un destin, que sur un seul destin. Celui qui met en place ou participe à la mise en place d'un réseau trafiquant de drogue, mais il déstabilise toute l'économie d'une nation, il remet en cause l'avenir de toute une génération. C'est des jeunes qui doivent aller à l'école, qui doivent porter leur avenir. C'est des jeunes, c'est assez jeunes qu'ils s'attaquent. D'abord, lui, il commercialise un produit que les gens consomment en toute liberté et par leur volonté propre. On n'oblige personne à se droguer, n'est-ce pas? Ensuite, je ne dis pas qu'il faut dépénaliser les trafics de drogue. Mais je dis que celui qui trafique la drogue ne peut pas avoir une peine moins lourde, une peine plus lourde que celui qui trafique les enfants. Celui qui va vendre les enfants à Abidjan, par exemple, et qui est convaincu d'être au centre d'un trafic, ne peut pas avoir une peine moins lourde que la peine de quelqu'un qui ne fait que trafiquer de la drogue. Je dis ne fait que, parce que la vie humaine est quand même ce qu'il y a de plus sacré. Et si nous perdons de vue que cette vie humaine est ce qu'il y a de plus sacré, c'est que nous avons tout perdu. Or, le sacré de la vie, c'est à travers les enfants. Dans notre culture, on dit que les enfants sont comme des vaudous. Des vaudous, c'est-à-dire des êtres innocents à qui on ne peut pas faire le moindre mal. Parce que tout le mal que tu fais à un enfant te revient. C'est ce qu'on dit dans notre culture. Et même si dans une telle culture, avec tout ce qu'on dit là, on en arrive quand même à traiter les enfants comme nous les traitons. Et je crois qu'il y a un véritable problème auquel il faut que nous nous attaquions, mais vraiment de façon frontale, pour que dans l'avenir, nos enfants soient un peu plus en sécurité. On ne peut pas ouvrir les cœurs des humains et leur faire changer de sentiment, de sensibilité. En tout cas, parce que justement, c'est de ça qu'il s'agit. Vous aviez parlé d'amour et de regard compatissant envers les enfants. Les tests, les lois ne pourront pas véritablement y arriver. Mais si les tests, les lois ne peuvent pas y arriver, est-ce qu'il ne faut pas, je vais revenir encore sur cette idée-là de limiter le nombre d'enfants par individu? Parce qu'on a bien l'impression que l'abondance, sinon la surabondance, fait perdre de vue l'importance de la chose qu'on a à disposition. C'est une approche de réflexion, mais je pense que c'est une réflexion réductrice. Ah oui? Parce que nous pouvons avoir des gens qui ont un seul enfant. Et qui le baptisent aussi encore? Et qui le vendent. Sérieusement? Absolument. En avoir un seul et le vendre. Si nous en sommes déjà à en vendre 1 sur 6, ben, si ça ne s'arrête pas là tout de suite, nous en arriverons à un moment où déjà auront un seul enfant et le vendront. Parce que ce qui comptera le plus dans cette vie, ce ne sera plus que d'avoir des enfants, ce sera d'avoir de l'argent. Même si on n'a pas d'enfants, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir de l'argent. Et dans cette Mais on y est aujourd'hui. Même si vous limitez les naissances jusqu'à ne laisser les gens avoir que 2 enfants, ils peuvent vendre un parmi les 2 enfants, ou même les 2, pour s'enrichir, parce que la finalité, pensent les hommes, c'est d'être riche d'argent. Un peu comme si c'était le seul but pour lequel nous sommes sur la terre, n'est-ce pas? Et donc, les raisons pour lesquelles hier, l'enfant était considéré comme un trésor, ces raisons ont fini par disparaître progressivement. Et le fait que nous considérions les enfants hier comme le fruit de la relève, des enfants que nous préparions à être meilleurs que nous, a disparu aujourd'hui, parce que quand vous envoyez votre enfant dans l'enfer, parce que vous avez plus de l'argent, ce n'est pas parce que vous pensez à faire de lui un homme meilleur que vous. C'est parce que justement, vous l'exploitez de façon à ce que votre vie à vous se passe dans le confort. Et ça, c'est pas bien. Il y a ailleurs des mécanismes qu'on a mis en place pour essayer de
récupérer ces enfants-là dont les parents peut-être n'ont pas la pleine conscience de la valeur de l'enfant. En France, vous avez quelque égard avec un enfant, l'État peut vous le prendre et aller le confier à un centre, quitte à ce qu'on s'occupe un peu de son éducation. Il vaut mieux en venir là, c'est-à-dire qu'au lieu de donner 5 ans, 10 ans, ce que vous trouvez moindre, d'infliger 5 ans à 10 ans à un parent qui a vendu son enfant. Au-delà de ça, il faut bien lui prendre tous les enfants qui sont à sa disposition, parce que s'il n'a pas réussi à vendre le premier et qu'on l'a arrêté, qui sait qu'à sa sortie, il pourrait penser au suivant. Oui, c'est un bon système si, quelque part, ce système-là aussi ne comportait pas ses propres pièges. Comment ça? Les pupilles de l'État. Oui. Quand vous écoutez des histoires dans d'autres pays, il y en a pas mal qui peut-être réussissent, mais il y en a beaucoup qui deviennent des problèmes pour la société, parce que ces enfants portent le poids de beaucoup de douleurs. Ces enfants sont quelque part privés de ce qui est essentiel, la vie dans un foyer. C'est essentiel pour un enfant. Et pas seulement la vie dans un foyer, mais la vie dans un foyer équilibré. Vous voyez, lorsque vous avez des familles monoparentales aujourd'hui par milliers, il y a déjà un déséquilibre important. Parce que l'enfant grandit avec ce déséquilibre. Vous voyez, le fait que l'enfant soit aussi important devrait amener peut-être les parents à reconsidérer aussi les divorces faciles. Les divorces pour un oui ou pour un non. Parce que ça déstabilise l'enfant, ça crée des problèmes dans sa vie et parfois on ne sait plus où est-ce qu'il faut le mettre quand les parents sont divorcés. L'un ne veut pas le garder, l'autre non plus. Et parfois, c'est l'un qui veut le garder. Et parce que l'autre n'en a pas la charge, il fait tout pour créer des problèmes à celui qui en a la charge. Bref, les enfants, aujourd'hui, sont devenus vraiment les souffres-douleurs de vos problèmes. Et fondamentalement, je pense que c'est le problème que nous devons régler entre nous, adultes, pour que les enfants aient une vie vraiment meilleure et aient surtout le droit à l'enfance. C'est très important. Quand un enfant n'a pas eu son enfance, quand un enfant n'a pas eu son enfance, il est un adulte frustré et un adulte frustré est un délinquant en puissance. Des statistiques ont commencé à montrer que les enfants aujourd'hui, en tout cas du point de vue numérique, présentent de plus en plus un danger pour l'avenir de l'Afrique. Aujourd'hui, on estime par exemple à 54% en Afrique les enfants qui ont entre 0 et 17-16 ans par exemple. Ce qui fait un gros poids parce que cela appelle d'énormes dépenses à investir pour leur éducation, pour leur santé, ce que les États n'ont toujours pas, et les parents non plus. Donc un gros fardeau à léguer pour l'avenir. Et je pense que lorsque nous faisons des études, perspective à long terme, c'est sur l'avenir de ces enfants qu'il faut tout baser. Parce que si nous construisons un avenir dans lequel ces enfants-là sont des futurs délinquants, des futurs hommes déséquilibrés, bon, c'est une société déséquilibrée que nous aurons, quelles que soient les infrastructures, la réduction de la pauvreté, quels que soient les moyens que nous avons. Les enfants grandissent avec des tares et ces tares-là, quelque part, finissent par s'exprimer, quelles que soient les circonstances, à partir d'un certain âge. Vous voyez? Donc, ça fait que même les enfants de riches, qui souvent n'ont pas une vie de foyer équilibrée, parce qu'il y a beaucoup de parents qui pensent que quand ils ont de l'argent, ce qu'il faut, c'est juste jeter de l'argent sur la table. Et l'enfant, il se débrouille avec l'argent qui est sur la table. Parfois, on l'envoie en France dans des conditions où il se prend en charge comme il peut. Mais vous voyez que beaucoup de riches finissent par fabriquer des enfants qui sont de purs délinquants, tout simplement parce que l'enfant n'a pas vécu dans le cocon familial, dans le foyer équilibré qui fait que nous avons des hommes équilibrés. Il faut revenir peut-être à des considérations basiques dans le genre de l'éducation de nos filles pour qu'elles continuent de maintenir, vaille que vaille, les foyers. Parce que il n'y a pas d'avenir. Je vois des gens derrière l'écran qui vont me regarder du coin de l'œil sur ce terrain sur lequel vous glissez. Je suis très bien d'accord, très bien conscient qu'il y a des gens qui vont se dire mais qu'est-ce qu'ils racontent? Où est-ce qu'il va? Croyez-moi, avoir des filles qui ne sont pas dans un foyer et qui font des enfants ne peut pas nous garantir que nous avons dans notre société des enfants qui garantissent dans un certain équilibre. Oui. C'est impossible. Parce que l'équilibre, c'est deux piliers. N'est-ce pas?
Et quand il n'y a pas ces deux piliers, et que la plupart des filles se mettent à dire ce qui compte, c'est la réussite. C'est mon boulot. C'est mon boulot. Ce qui compte, c'est la réussite C'est sociale. l'argent. Et le mariage n'est pas une fin en soi. L'essentiel, c'est d'avoir 1 ou 2 enfants. Regardez la quantité de filles aujourd'hui que nous avons dans la société qui sont des filles mères. Il y en a beaucoup. C'est pas de leur faute, c'est parfois aussi Non, du manque de responsabilité des hommes aussi qui c'est peuvent... un problème Oui. qu'il faut régler de façon holistique. Il faut que nous trouvions le moyen de revenir à nos valeurs fondamentales. Ces valeurs, nous sommes en train de les perdre, et parce que nous perdons ces valeurs, nous faisons des enfants qui n'ont plus le sens des valeurs que nous avions hier. Donc, c'est une société complètement dénaturée que nous sommes en train de construire avec des enfants qui sont complètement déconnectés des réalités endogènes et qui se comportent comme s'ils étaient des Occidentaux, qui se comportent exactement comme s'il n'y avait aucune racine. Et ça, c'est un danger. Il faut s'en rendre compte. C'est un vrai danger. Un enfant africain doit être un enfant africain. Parce qu'un enfant africain qui cesse de se considérer comme... En quoi est-ce qu'il est différent de l'enfant européen ou de l'enfant asiatique, quand on sait que c'est la même morphologie, c'est la même progression physique, métaphysique, psychologique, enfin, pas spirituelle, mais quand même, c'est quand même la même progression du point de vue physique. Mais c'est tout simplement parce que nous avons des sociétés différentes. Et que ce qui fait la richesse de notre société encore aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines valeurs qui sont préservées, qui font que notre société est plus humaniste que la plupart des sociétés qui nous entourent. Et cet humanisme consiste en des valeurs que nous transmettons à nos enfants. Nous, nos parents nous ont transmis ces valeurs. Et pourquoi est-ce que nous cessons de transmettre ces valeurs à nos enfants, à nos petits-enfants? Si nous cessons de leur transmettre ces valeurs-là, nous finirons par nous retrouver comme des étrangers sur notre propre terre. Parce que ce que nos ancêtres nous ont légué, c'est quand même pas n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses, il y a quantité de choses importantes que nos ancêtres nous ont léguées. Et c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle corde. Toujours, quand on fait des enfants, on se dit, ils feront mieux que moi ce que j'ai essayé de faire. Et chaque enfant qui est conscient de ses origines essaye d'amener sa famille à aller encore plus loin. N'est-ce pas? Et c'est ça, c'est en ça que la descendance est importante. N'est-ce pas? Bon, quand vous avez des enfants qui décident que ce qui se passe dans leur famille ne les intéresse pas, que leurs origines même ne les intéressent pas, et qu'eux, ils ont une vie à mener en toute liberté, sans aucune attache, ça crée des problèmes parce que les valeurs qu'on nous a inculquées à nous autres, qui font qu'il y a quantité de choses que nous ne pouvons pas faire, que nous ne pouvons pas nous permettre, ces enfants n'ont pas ces valeurs-là. Et quand ces enfants n'ont pas ces valeurs-là, eh bien, ils se comportent exactement comme ils voient faire dans des films, ils se comportent comme ils voient faire dans des séquences qui sont tournées en dehors de chez nous, et ils cultivent des valeurs autres que nos valeurs. Chacun a sa valeur, et nous aussi, nous en avons. Nous ne pouvons pas perdre nos valeurs parce que tout simplement, nous voulons profiter des choses de la vie. On peut faire les deux. Et c'est ça qu'il faut faire observer. On peut faire les deux. Ce n'est pas parce qu'on est un foyer équilibré, avec des enfants bien éduqués, qu'on n'a pas la vie aisée à laquelle on peut prétendre lorsqu'on a travaillé. Ah non, enfin, l'éducation d'un enfant, je ne sais pas si vous mesurez la chose, l'éducation d'un enfant, ça vous arrache même jusqu'à vos petits plaisirs. Oui, mais c'est un devoir qu'on s'impose. En tant qu'Africain, et il faut comprendre que tout le monde ne soit pas prêt à faire ce sacrifice-là. Bon, personne n'oblige non plus. Personne à faire des enfants. C'est tant que vous pensez que vous êtes un être émancipé, que vous avez besoin de tout votre temps pour vous occuper de vous-même, alors ne faites pas des enfants. Ça aussi, c'est peut-être une éducation qu'il faut donner essentiellement à nos filles. Pourquoi les enseignements à nos filles? Elle ne tombe pas enceinte toute seule. Il y a quelqu'un certainement qui s'en est approché. Lorsque la fille ne veut pas tomber enceinte, vous avez beau faire vos gesticulations, elle ne tombera pas enceinte. C'est clair, n'est-ce pas? Donc,
dans notre société, encore une fois, c'est la femme qui est la matrice. C'est elle qui détient la connaissance. Et c'est elle qui transmet la connaissance. La connaissance se transmet de grand-mère à petite fille, n'est-ce pas? Et la connaissance, la somme de connaissances que nous avons permet de maintenir notre société dans l'entretien des valeurs que nous avons. Jusqu'à présent, nous n'avons pas trop à nous en plaindre, mais le fait d'avoir aujourd'hui quantité de jeunes filles qui décident que ce qui est essentiel, ce n'est pas d'être à l'intérieur d'un foyer, mais plutôt en dehors, parce que le foyer, ça vous ralentit. Le foyer, ça vous freine, ça vous plombe. Il y a beaucoup de charges, c'est beaucoup de sacrifices. Ça vous oblige beaucoup de sacrifices, à abandonner un certain nombre de choses et même à avoir une autre vie que celle que vous auriez pu avoir. Mais il faut choisir. Personne ne peut empêcher une fille de s'épanouir. Et si elle décide de s'épanouir et de se consacrer à elle-même, essentiellement, elle ne devrait pas faire des enfants. Elle devrait pas faire des enfants. C'est aussi simple que ça. Il faut faire revenir le sentiment, le regard d'amour au centre du village, comme vous le dites. Mais j'ai l'impression que l'enfant, il est bien coincé, pris entre plusieurs feux. Le feu de l'État qui n'a pas beaucoup de moyens pour assurer l'environnement, le parent qui n'a plus ce regard compatissant et très amical à son égard, le contexte difficile aussi, et lui-même qui, je dois dire, est très envahi, perturbé par beaucoup d'images qui inondent sa cervelle, etc., et qui ne lui offre pas véritablement la possibilité de faire un choix responsable et qui assure son devenir. On a bien l'impression que l'enfant est pris dans plusieurs étaux, dans un étau qui se resserre tout le temps et qui ne peut vraiment pas y échapper aujourd'hui. C'est pour ça que nous faisons une émission comme celle que nous faisons là, pour tirer sur la sonnette d'alarme. Parce que si ça continue, nous allons finir par ressembler à ces sociétés dans lesquelles, lorsqu'une personne riche tombe en disgrâce, il y a une flopée d'affaires qui suivent sa trace. Et vous apprenez que c'est quelqu'un qui organisait des orgies, qui organisait des soirées spéciales au cours desquelles il y avait des enfants, et que c'est les grands de ce monde qui se rendaient chez lui parce que là-bas, il y avait de la chair fraîche à consommer. Ces choses-là existent, n'est-ce pas? Lorsque vous apprenez que quelqu'un est tombé dans un pays occidental, quelqu'un qui était très riche, qui tombe en disgrâce, vous apprenez que autour de lui, il y avait ce genre de choses. Donc, ailleurs, les enfants sont déjà sacrifiés depuis longtemps. Et nous, c'est parce que nous cultivions un certain nombre de valeurs que nos enfants continuent d'être précieux. Et si nous perdons ces valeurs, c'est que nous allons nous retrouver du jour au lendemain dans cette société-là où les enfants sont complètement sacrifiés. Et si nous en arrivions là, c'est que justement notre avenir est sacrifié. Parce que ce qui nous maintient encore dans le centre du monde, c'est ce que nous représentons. Une société qui a encore un certain nombre de valeurs qui sont protégées et qui n'a pas encore fini par individualiser les hommes au point où chacun sauve sa quête. Nous sommes une société communautaire. Aujourd'hui, la communauté n'est plus très... Et on ne peut plus y retourner. On peut toujours, parce que... Ah oui, comment ça peut se faire? Ben, tandis, jusqu'à preuve du contraire, nous avons encore des collectivités, nous avons encore des réunions de famille, nous avons encore... des rendez-vous où nous allons, non pas pour contribuer à la réflexion, pour la progression de la solidarité, de l'entraide, entre membres de la collectivité, mais nous y allons plutôt pour montrer nos beaux tissus, pour montrer la dernière marque de voiture que nous avions achetée, pour montrer que nous avions 5-10 portables, que nous savons très bien parler français, etc. Et que même, nous ne comprenons même plus, c'est pas moi le langage que la Taïno adopte pour, mettons, célébrer et vénérer les ancêtres de la collectivité. On appelle même à un traducteur pour nous expliquer ce qu'elle raconte, la pauvre dame. Donc on n'y va pas pour l'essentiel. Pas tout le monde. Ah oui? Non. Et il y a encore des personnes, beaucoup de personnes qui continuent d'attacher une certaine importance à leur famille, à leur collectivité,
et qui continuent de suivre les règles. Et parfois même, dans cette collectivité-là, on continue d'éduquer les enfants. On continue d'éduquer la fille qui brise son mariage avec beaucoup de facilité. On continue de ramener à l'ordre le garçon qui serait en train de devenir un cybercriminel et qui est en train de détruire la renommée de la collectivité. Ça existe encore. Mais c'est vrai aussi que quantité d'hommes se disent aujourd'hui, la famille, c'est un poids. Et lorsque vous défaites de ce poids-là, vous arrivez à avancer un peu plus libre et vous avancez plus facilement dans la vie. Et ça contribue à déstructurer justement notre famille. Et moi, je pense qu'il faut l'un dans l'autre que nous trouvions le moyen de revenir un peu à nos fondamentaux, parce que c'est ça qui préservait notre communauté d'un certain nombre de choses. Nous étions très enviés, mais nous ne le savions pas. Mais les autres aujourd'hui font tout pour que notre société soit déstructurée, parce que c'est dans ces conditions-là seulement qu'ils peuvent entrer dedans et en faire ce qu'ils veulent. N'est-ce pas? Nous étions hier tellement soudés que pour prendre un membre de la famille, il fallait que ce soit une décision prise par toute la communauté. Aujourd'hui, ouais, passer ta fille, elle est allée chez une tante, et puis bon, ça passe, on n'en parle plus. N'est-ce pas? Hier, ce n'était pas possible. Il fallait qu'un certain nombre de personnes se réunissent pour décider que, bon, nous voulons envoyer tel enfant à tel endroit. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, c'était l'affaire de la communauté. Ça nous préservait énormément. Mais nous ne savons pas ce que nous perdons en faisant comme nous le faisons aujourd'hui. Même si nous avons des textes, il faut que les hommes retournent à leurs valeurs essentielles, les valeurs d'humanisme que nous avions hier et qui mettaient l'enfant véritablement au cœur de notre vie. Les institutions traditionnelles qui préservaient l'avenir de l'enfant sont déstructurées à la limite. Vous aviez bien fait d'évoquer la situation de la famille aujourd'hui, où très facilement on peut divorcer et se dire au revoir pour un oui ou pour un non. Il y avait aussi la collectivité, on en a parlé, mais il y avait aussi nos religions, nos couvents, qui contribuait justement à éduquer l'enfant et à le préserver, je dois dire, de l'agressivité de la nature et peut-être l'agressivité potentielle des hommes. Mais aujourd'hui, les couvents ne sont plus tellement ce qu'ils sont. Et puis, on les fait passer aussi, d'ailleurs, pour l'incarnation, je dois dire, de tous les maux qui sont infligés et légués à la société, que veut corriger justement l'éducation occidentale ou de ce que nous avons importé. Oui, et nous avons intérêt déjà, par exemple, à remettre dans notre système éducatif la préservation d'un certain nombre de choses. Comme aller au couvent, par exemple, ils ne seront pas contents. Non, pas aller au couvent, mais oui. Vous dites que le couvent éduquait l'enfant. Absolument. Mais cette éducation peut toujours être reprise d'une certaine façon. Mais personne ne veut plus envoyer son enfant au couvent. Aujourd'hui, on a vu les couvents comme des sources, c'est pas mal de distraction de l'enfant, du droit chemin de Dieu, enfin, Dieu vu comme les autres le voient. Il ne s'agit même pas du tout de couvent. On peut oublier le couvent, mais on l'avait dit ici, cette émission, nous avons cessé d'éduquer nos enfants. N'est-ce pas? Nous avons cessé d'éduquer nos enfants. Et si nous cessons d'éduquer nos enfants, nous récolterons des adultes irresponsables. N'est-ce pas? Il faut que nous retrouvions le moyen d'éduquer nos enfants. Et moi, j'insiste. Mais qui le dit? Comment nous... Parce que quand vous dites il faut bien que quelqu'un l'assume. Et il faut un mécanisme. Et là, je scrute un peu l'horizon, que ce soit institutionnel, que ce soit les mécanismes, etc. Je ne vois pas qui veut prendre la responsabilité, effectivement, de nous faire retourner vers le chemin sur lequel on éduque effectivement les enfants. Bon, alors, il s'agira peut-être de faire en sorte que nous trouvions le moyen de nous réapproprier déjà certaines valeurs. C'est ça qui est fondamental, nous réapproprier certaines valeurs. Bon, mais si en tant qu'adulte nous-mêmes, on est déjà perdu, quelle éducation pouvons-nous donner? Lorsque je suis une fille de 18 ans ou un garçon de 21 ans, que moi-même, je ne sais même pas du tout ce que représente la vie, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas, que je n'ai pas de base d'éducation et que je fais des enfants, qu'est-ce que je leur enseigne? C'est aussi ça. Mais aujourd'hui, le mal est fait, dirait-on. Mais il faut bien que la sonnette d'alarme soit tirée
et qu'ensemble, il y ait une réflexion. Parce que moi, ce que nous faisons ici, nous, aujourd'hui, c'est de tirer sur la sonnette d'alarme et de dire que nous allons vers une situation dangereuse parce que les enfants sont en train de perdre leur valeur qu'on leur connaissait. Leur valeur. Et que si les enfants perdent cette valeur, nous préparons un avenir avec des adultes qui, en majorité, seront peut-être des dangers pour leur propre société. Alice Kalonseke, merci beaucoup pour cette émission. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. On aura fait un tour d'horizon de l'actualité liée justement au destin qu'on accorde de plus en plus aux enfants dans le contexte africain, des enfants qui souffrent beaucoup et de beaucoup de maux quand ils ne sont pas victimes de trafic, ils sont victimes de viol, de violence, ils échappent à l'éducation à laquelle ils ont droit, beaucoup de choses qui affectent aujourd'hui le devenir de l'enfant, on en a parlé de long en large. Merci d'avoir été là, prenez soin de vous, restez fidèles au programme de Canal 3000.